Salut les amis, Captain Vintage. Alors aujourd'hui, je suis en direct de Mons à la Japan Show avec deux invités de marque. Bonjour, c'est Léo de la chaîne DB Times et de la chaîne Léo et Max que je partage avec mon cher confrère à qui je passe le micro immédiatement. Et donc forcément, l'autre c'est Max, c'est moi, voilà. Et même sujet d'activité, forcément, puisqu'on est deux. Donc, et sachant qu'il y a une troisième chaîne aussi, Abaka, qui est une chaîne pour les collectionneurs. Voilà, figurines, conseils du collectionneur, expositions, les news. Voilà, si tu collectionnes, tu vas te faire plaisir. Ça va, j'y jetterai un petit coup d'œil tout à l'heure. Alors, ma première question est très simple. Elle vous vise tous les deux. Comment est-ce que vous vous êtes lancé justement dans cette aventure? Comment vous est venue l'idée de vous lancer dans l'aventure des bétails? Alors, je vais commencer, puis il finira le truc. En fait, ce qui s'est passé, c'est assez simple. Pour faire simple dans le parcours, parce que sinon, il y en a pour à peu près une demi-heure. On s'est rencontrés au lycée en cours de japonais. Et très rapidement, on a découvert qu'on avait la même passion pour Dragon Ball. Et surtout, la même envie, c'était de créer un site qui allait regrouper les informations officielles et véritables sur Dragon Ball, parce qu'il y avait beaucoup trop de sites qui, malheureusement, racontaient beaucoup de conneries. Et on s'est dit, ouais, mais aujourd'hui, il n'y a rien qui nous permet d'avoir des réponses à nos questions, etc. Et de là est née la création de notre site, qui aujourd'hui s'appelle dragonballultimate.com. Et petit à petit, on a constaté une chose, c'est qu'au fil des années, tout ce qui était story, tout ce qui était consommation de vidéos, Facebook, etc., avait beaucoup plus de vent en poupe que se poser et lire un article sur un site, prendre le temps de lire une page, etc. Et de là est née l'idée de se dire, et si on en faisait plutôt des vidéos? Ça va, ça a l'air d'être très clair. Ma question suivante, c'est assez simpliste, je dirais. Hormis Dragon Ball, avez-vous d'autres mangas, si je peux ainsi dire, de prédilection, enfin que vous kiffez à mort? Bon, on en a plusieurs, après ça dépend aussi du moment. On aime beaucoup Senseiya. Je sais que tu es très attaché à Senseiya également. Nous, c'est vraiment l'un de nos mangas préférés, donc les Chevaliers du Zodiaque. Quel site là? Taureau. T'es Taureau? C'est le plus éclaté. Aldebaran. Ça va, Aldebaran. Ça va. Il y a mieux, hein. Tu préfères lequel de Chevalier d'Or? Franchement, ouais, j'aurais trop kiffé être le Verseau, hein. Le Ouais, Verseau? je suis Verseau. Ah, caméraman Verseau. Ouais, Senseiya. One Piece également, on review pas One Piece véritablement. On fait des lives vraiment avec le public, avec tous ceux qui ont lu le chapitre une fois que le chapitre est sorti. Et on en parle ensemble sur la chaîne Léo et Max, donc la deuxième chaîne. Après, il y a plein d'autres mangas qu'on adore. Ce serait très long de tous les citer, mais disons que pour les principaux, c'est ça. En manga. Ouais, t'as tout dit. Senseiya. Ouais, t'as tout dit. Et toi, c'est qui ton personnage préféré dans Senseiya, Léo? Ah, dans Senseiya, moi, c'est... alors, si on englobe les antagonistes, c'est Saga, des Gémeaux. C'est mon signe en plus, Gémeaux. Donc, sinon, parmi les bronzes, Shiryu. Et toi? Mon signe, c'est Sagittaire, donc Aiolos. Badass. Il envoie. Ah, je suis désolé. Et pareil, chez lui aussi, parce que Seiya un peu trop dans la caricature de je tombe, je m'enlève, je tombe, je m'enlève, etc. Chez lui, il a quelque chose de... ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'il est investi, il n'a jamais rien. Mais j'aime juste Chez lui. Et Phoenix, trop énervé. Ah, il est stylé. Il est stylé, forcément il est stylé, mais c'est un peu le bronze cheaté, tu vois. C'est celui qui arrive au dernier moment pour... Et qui éclate tout le monde. et qui, ouais, c'est un peu l'idée du truc, mais ouais, non, je sais plus aussi. Les dragons. Ok. Allez. Excuse-moi. Je rajouterai un truc. Alors, c'est le hasard, hein, mais on est de l'année du dragon. Aussi. Non, mais il y a tout qui était fait pour qu'on soit dans les dragons. C'est le destin. C'est comme ça. Alors, la question suivante, on va dire qu'elle est en corrélation avec mon Instagram, ou du moins mon activité, c'est-à-dire que je suis un big collectionneur, comme vous avez pu le voir. On a vu. Et donc, je voulais simplement savoir, est-ce que vous aimez collectionner, ou du moins est-ce que vous possédez une collection, enfin, figurines, quelle qu'elle soit, résine, etc. Enfin, moi, c'est pas tant les figurines et les résines, c'est plutôt les nappes dentelles. De 1862, c'est ma collection privilégiée. Non, Et moi je fais les bouchons de champagne. J'ai vu le doute dans ça. Je suis naïf. Non, mais comme toi, la pop culture, tout ce qui est japanimation, manga,
surtout Dragon Ball, pour ce qui est de la collection de Ouais. figurines, de produits dérivés, parce que je dis produits dérivés parce que c'est pas que des figurines. Il y a des POG, il y a des cartes, il y a des tout. Il y a des brosses à dents aussi, t'as pas des brosses à dents, des brosses à dents. Mais Chaussons, on n'a pas, t'as pas de... même si le papier toilette, ça existe, c'est sûr, ça existe, j'en ai pas. Même si ça existait et que j'en avais, Il serait propre déjà. je serais neuf, mais j'en aurais. Non, mais tout ça pour dire, ouais, Dragon Ball, mais également, tu vois, je collectionnais les Mid-Cloth Senseiya. Bien sûr. Mid-Cloth. One Piece, My Hero Academia, bon, les mangas que j'aime bien en fait. Batman, Tortue Ninja, on en a pas parlé parce qu'on parlait de manga, mais c'est des classiques de l'enfance aussi. Hein, donc, Ouais, bah, comme on se le disait au début, on est tellement passionné du monde comme toi, pop culture, de figurines, etc. On commence à avoir une belle collection tous les deux qu'on s'est dit, on aimerait montrer certaines belles pièces. Et si on commençait à le faire sur la chaîne Léo et Max, ça serait noyé d'arrivage, d'unboxing, de produits. C'est pour ça qu'on a créé une chaîne Abaka, spéciale collectionneur, pour qu'on puisse aussi, nous, c'est aussi une façon de se dire, on fait ce qu'on veut dessus et on peut proposer autant de vidéos, d'unboxing, de review de notre collecte sans noyer l'identité d'une chaîne. Donc c'est pour te montrer que bien sûr on est des grands passionnés et au-delà en plus de toutes les licences que tu as citées, moi j'aime beaucoup aussi l'univers de Nintendo, donc ça commence à faire manque de place. On essaie de faire J'imagine. Et en termes, justement, sur votre chaîne Abaka, étant donné que vous la consacrez à tout ce qui est collection, vous avez des collabs, ou il y a des choses en vue, justement, qui se préparent? pas pour l'instant. Alors, c'est pas qu'on n'a pas prévu, dans le sens où on n'envisage pas, mais pour l'instant non, parce que la chaîne débute à peine en fait. Là, c'est vraiment les toutes premières vidéos, donc il n'y a pas vraiment de trucs. On pose voilà comme ça vient, des news et puis également nous un peu nos travaux. On a des travaux en ce moment, mais dès que les pièces seront finies, on pourra déjà présenter la collection et déjà peut-être faire des collabs bien avec un décor bien. Ouais, puis là en fait quand on reçoit des produits, on est tous les deux dans nos travaux, donc forcément tu reçois un produit, tu vérifies au pire si tu as tout, si c'est pas cassé, tu le remets en carton. On n'a pas aujourd'hui une pièce, un établi qui nous permet vraiment de faire un unboxing propre carré et du coup bah tout ce qu'on reçoit, on les range et puis on verra après. Donc c'est ce que disait Léo aussi là, une fois que ce sera reçu pour être rangé, avant d'être rangé, on peut en faire une vidéo et le proposer. Donc forcément à Baka, il y aura beaucoup plus de contenu à venir. Donc on verra à ce moment-là s'il y a des collabs. Ouais, Donc, porteront ouverte. ok, c'est ça, donc vous n'êtes pas fermé à... Ah non, on ne ferme rien. Pas de soucis, j'ai même envie de dire. Là, Ouais, non, déjà, ok. c'est notre première collab. Hein. Je sais pas si tu te rends compte, c'est la première vidéo qu'on fait ensemble. C'est une collab quelque part. C'est vrai, c'est vrai. Alors, pour en revenir à Dragon Ball Z, les amis, quel est votre arc préféré dans la série Dragon Ball Z? Donc pas Dragon Ball quand il est petit, Goku, je parle pas de Dragon Ball Super, etc. Dragon Ball Z, c'est quoi votre arc préféré? Tu m'ennuies avec tes questions parce que du coup, tu nous as évincé des possibilités de réponse. Écoute, c'est peut-être mon côté pédagogue, hein, parce que je t'avais dit que je suis enseignant, donc j'aime bien travailler les gens en cours, tu vois ce que je veux dire. C'est pas facile, hein. Je sais pas. En vrai, Dragon Ball Z, si tu me parles de la série animée, je sais pas. Parce que enfin, mes arcs préférés, ce serait peut-être l'arc Namek et l'arc Cell. Mais se décider entre les deux, c'est-à-dire entre le côté objectif, qui est que l'arc Namek c'est une tuerie scénaristique, c'est un thriller incroyable, c'est une construction vraiment de A à Z qui est tenue, tu vois, avec un thriller qui concerne même pas le personnage principal, le protagoniste est écarté, pour mettre en avant ses amis, son fils, et ensuite on te construit tout un truc, même avec un ennemi et un retournement de situation, l'antagoniste du début finalement il doit s'allier par force. C'est génial, et je suis conscient entre ça et véritablement l'amour que je porte aussi pour l'arc-en-ciel, mais vraiment avec tout ce qui est la période du artificiel, donc Cyborg jusqu'à la fin de l'arc-en-ciel, tu vois. Donc je suis en hésitation, je dirais les deux. Allez, les deux. On a donc Et moi, c'est encore plus compliqué parce que à ces deux trucs que je partage 100% de ce qui a été dit. J'ai l'arc Saiyan qui est un arc qui, pour moi, est... En fait, c'était là où il y avait encore les Tenshinhan, les Yamcha, les Kuririn, les Piccolo qui défendaient la Terre. Il y avait Piccolo qui venait tout juste de tourner sa veste. On attendait Goku, il y avait des combats de fous, c'était très sanglant.
Et c'est vrai que ça a été les premiers gros enjeux violents pour la Terre. Et bon, ouais, je veux dire, les Kaioken, etc. m'ont fait vibrer de fou. Donc c'est trop compliqué en fait. Mais tout Dragon Ball est ouf. Je suis étonné que tu parles pas de l'Arc Garlic Junior quand même. Ouais, bah écoute, bon, c'est pas celui qui m'a marqué le plus, il est bien, mais on m'a demandé mes préférés. Et Moi toi personnellement, voilà, j'allais rebondir sur une question et j'allais vous dire alors quel est l'arc qui vous a déplu, ou du moins une partie. Et une partie qui m'a. Voilà, j'ai beau pouvoir remater les DBZ de temps en temps. La partie Garlic, voilà, à prendre avec des pincettes. Je la trouve quelque peu, de temps en temps, un petit peu lourdeau. C'est un filler, hein, à la base, c'est pas dans le canon de l'œuvre, dans le manga. Hein, donc, Ouais, c'est ça. C'est une proposition pour l'animé. Peut-être que tu le ressens comme tel. Écoute, c'est comme il y a une partie, si je ne m'abuse, hein, je pense que c'est une partie avec l'arc Cell, Cyborg et compagnie. Enfin, et c'est au moment où Goku il doit passer son permis de conduire avec Petit Cœur. Ouais. Là aussi, tu as quelques épisodes où voilà, quoi, on sent que ça tire, enfin, ou du moins que la Toei Animation ils ont rajouté ça pour pouvoir un petit peu broder. Mais voilà, quoi, c'est pas top top. Allez, à contrario, je pourrais vous donner un exemple, étant donné que je suis un fan de Saint Seiya. Qu'est-ce qu'il va dire? Ben, la partie par exemple Asgard n'existe pas dans les bouquins. Pourtant, je peux vous assurer, et franchement si vous avez plus l'opportunité ou que vous voulez la remater, revoyez-la, revisionnez justement la partie Asgard. C'est magnifique, c'est magnifique. Les histoires de chaque guerrier divin, les musiques, la mythologie, etc. Mais c'est une dinguerie. Franchement, c'est un arc de ouf. Alors que vous avez à côté de ça l'arc Poséidon, qui lui est présent dans le manga. Allez, on sent le backlash, on sent vraiment le truc, je sais pas, peut-être qu'ils avaient plus d'oseille à ce moment-là, mais on sent le truc vite fait, quoi, quand ils se battent contre les généraux de Poséidon. Allez, c'est vite fait, quoi, t'en as un, il le pète en un épisode, enfin soit. Voilà, j'ai même préféré, en 2003-2004, la partie Hades, quand on a sorti les... Attendez, je tiens quand même à mettre un frein. Exact, j'ai préféré les 13 premiers épisodes d'Hades, ça c'était une dinguerie. Tant du point de vue scénaristique, enfin scénaristique ils ont rien inventé, vous allez me dire, hein, ça existait déjà dans le manga, mais du point de vue respect justement du scénario, qualité graphique, voilà, il y avait même une pseudo 3D à des moments où Seiya recevait son armure, c'était vraiment bien fait. Mais en soi, on voit bien également une fois de plus qu'à la fin de l'arc Hades, ils ont fait, excusez-moi, j'ai pas envie de dire le mot, mais c'était bâclé. Alors qu'en soi, un dessin animé comme Seiya, ben, si vous mettez les moyens, je pense qu'il pourrait faire des dingueries. C'est clair, t'as tout dit. C'est ça, et en parlant de moyens, c'est surtout du temps qu'il faut. Des talents et du temps plus que de l'argent. Alors, restons dans Dragon Ball Z. Avez-vous justement un personnage préféré dans la série Dragon Ball Z? Le tien? Bah, il emporte le Doggy, là, j'ai envie de dire. Bon, c'est le Doggy de l'école de la tortue, il y a qui peut le porter, mais disons Goku, évidemment. Goku, c'est notre maître à tous. Assurément. Sérieux? Vous préférez Goku à par exemple Vegeta? Bah, Vegeta, il est ce qu'il est, tu vois, c'est un personnage hyper charismatique et qui joue d'une popularité, je veux dire, énorme à travers le monde. Mais c'est peut-être parce que c'est un personnage, tu vois, qui est excessif. Mais excessif dans tous les sens du terme, hein. Autant à un moment donné quand il est négatif que quand il est positif. Et du coup, cet excès fait que c'est un personnage qui passe par des phases extrêmement éloignées des unes aux autres. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus de ça, c'est l'un des personnages qui joue de la meilleure évolution du manga, j'ai envie de dire. Mais on adore Vegeta, mais beaucoup pour nous est inégalable, quoi. C'est le petit garçon qu'on a vu grandir, comme on était petit garçon aussi, jusqu'à maintenant on est adulte et on l'a vu devenir adulte et traverser les âges, quoi. Et pour toi? Pareil, Goku. C'est un personnage qui a su en fait renverser les codes qui normalement lui étaient posés sur les épaules. C'est-à-dire que normalement c'est un Saiyan de caste inférieure qu'on a envoyé sur une planète pour la conquérir. Et à la base ils n'ont pas une valeur certaine, tu vois, c'est Saiyana, putain déchire, on voit. Et c'est le gars aujourd'hui qui est le plus grand guerrier, alors. Guerrier au sens vraiment le sens propre du mot guerrier. C'est génial parce que c'est le gars qui repousse toujours il se repousse toujours ses limites, il veut toujours les forces et même si tu tombes, tu te relèveras toujours. C'est un exemple et aujourd'hui, je sais qu'on en parle suffisamment pour que je puisse parler pour lui aussi, mais Léo et moi on est ce qu'on est aujourd'hui aussi par rapport à toutes les valeurs que nous ont inculquées Dragon Ball, mais
ce que Goku aussi nous a appris. C'est-à-dire il y a beaucoup de moments dans la vie où tu as envie d'abandonner, et des fois on n'abandonne pas, parce qu'on a grandi avec un personnage qui n'abandonne jamais. Et c'est incroyable d'avoir ce niveau-là de tolérance, de compréhension. Il y a beaucoup d'amitié, il y a même un moment donné où quand justement Krillin pourrait achever Vegeta, il ne le fait pas. Il y a aussi de la pitié. Voilà, c'est ça. Il y a du pardon, il y a de la rédemption. Goku il véhicule énormément de valeurs, consciemment ou inconsciemment, qui fait que c'est presque un père spirituel, tellement sans qu'on s'en rende compte, il apprend beaucoup de choses. Donc c'est pour ça aussi, tu vois, je pars un peu dans d'autres choses, mais quand on part dans la caricature de dire ouais, Dragon Ball c'est la bagarre, ça nous énerve parce qu'on a grandi avec ça. Et je pense qu'on est justement aux antipodes de la bagarre, parce qu'on a grandi avec les combats dans Dragon Ball, c'est une conséquence d'une problématique. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix que de te battre pour résoudre ta problématique. C'est pas on se bat pour se battre. Ouais, c'est vrai. Donc forcément, si tu comprends le message, tu te dis pas mais non c'est pas de la bagarre, c'est juste que là il y a un enjeu, on n'a pas le choix que de répondre à la menace de telle manière. Donc ouais non Goku c'est... Mais si tu prends par exemple les deux personnages donc, de Goku ainsi que de Vegeta, après c'est mon avis, peut-être que je me trompe, hein, mais je trouve que encore, allez Goku c'est plus le talent. C'est vrai, il travaille, etc. Enfin, bon. Mais par rapport à Vegeta, vous voyez bien qu'il a des difficultés et il a du mal durant toute la série. À chaque fois, il essaie d'atteindre Goku, à chaque fois, il essaie d'atteindre et à chaque fois, il y arrive de peu. Il y a même des moments dans la série où ils te disent, ouais, là, à ce moment-là, il est un peu plus fort que Goku. Et donc, je trouve que, moi, mon personnage de prédilection dans la série, c'est Vegeta. J'ai toujours aimé. Bon, voilà, pour sa fierté, il a. Bon, je vais pas dire que Son Goku n'est pas loyal, hein, mais il a justement des codes. Pour tout ce qui se rapporte à la loyauté, d'ailleurs vous voyez bien, dès qu'il perd ou quoi que ce soit, il est en train de râler, non, je ne peux pas perdre, je suis le prince des Saiyans. Enfin, et moi c'est ce qui m'a toujours attiré, on va dire, chez ce personnage. Et autant il a un fond mauvais qui ressurgit des fois, autant il arrive justement à tirer profit, on va dire, de ce mauvais. Regardez quand il se met en Majin Vegeta. Pour moi c'est un des personnages les plus badass et les plus charismatiques de la série. Au moment où il prend le M, le gars, il essaie de se faire contrôler par Babidi, exprès, pour pouvoir justement battre Goku et ensuite la mettre à l'envers à Babidi. Donc c'est quand même exceptionnel. Hein. Et vous voyez bien que même au moment où il s'en va, ou du moins il meurt, ben, il y a cet aspect justement rédemption, etc. Et c'est triste. Question suivante, étant donné que tu m'avais dit que tu aimais bien tout ce qui était Nintendo, c'est ça? Oui. Moi j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a un jeu qui vous a choqué? Je dis bien choqué émotionnellement parlant, à l'époque? N'importe quelle console. Pas sur n'importe quelle console, donc sur une console je dirais de rétro gaming, donc NES, Super NES, Mega Drive. Donc à vous de choisir justement. N'importe quel jeu. En termes de Dragon Ball. Dragon Restons dans Dragon Ball s'il vous plaît. En Dragon Ball rétro, Alors, pour moi, je sais, mais vas-y, réponds. J'ai juste envie de choquer tout le monde, moi je vais dire Final Bout. Mais pourquoi son intro? Et c'est le premier jeu vidéo 3D auquel j'ai joué. Parce qu'avant c'était des jeux 2D. Et en plus de ça, du coup, il y avait plus que des digits, il y avait vraiment des répliques assez longues avant les combats. Et moi, je lançais le jeu juste pour ça en fait. C'est-à-dire que, voilà, il y avait les combats, c'était intéressant, parce que bon, polygone 3D, etc., c'était lent. Mais vraiment pour les répliques et avoir les voix des seiyuu et tout. C'est à partir de cette période-là que je me suis vraiment passionné pour le doublage. Donc Final Bout m'a marqué pour ça. Son intro est magnifique, c'est la meilleure intro de jeu vidéo. De PlayStation 1, hein, c'est ça, Ouais. Final Bout. Jeu PlayStation. Mais sinon, oui, évidemment, les Super Butoden. Dis, excuse-moi, tu parles de Final Bout qui est sorti sur PlayStation 1, mais t'as connu aussi le jeu Final Battle 22. Ultimate Battle. Ultimate Battle 22, juste avant. Ouais. Ultimate Battle 22 dans l'ordre, Final Bout et ensuite. Au tournoi. Ultimate Battle 22, j'ai pas beaucoup joué. Moi, j'avais eu Final Bout avant en fait. Mais c'est le jeu peut-être qui m'a séduit par la jaquette. Putain, j'allais dire la même chose. La jaquette, Moi, elle est c'est magnifique. la Le cover. Goku, là, comme ça, Super Saiyan 3. Même toi qui es fan de Vegeta, avoue, t'as vu Goku, t'as fait quoi? C'est vrai, Bon. j'ai retourné ma veste. Et donc toi, c'est Super Butoden 3. Le troisième du nom, parce que en fait, il y a un aspect très sentimental sur ça, c'est qu'à l'époque, mon père avait réussi à me choper la Super Nintendo, et il avait chopé ça à un gars qui en vendait, et il y avait une quinzaine, vingtaine de jeux.
Et bref, il avait mis ça sous le sapin, mes parents s'étaient occupés de tout emballer, etc. Et il savait que j'étais déjà passionné de Dragon Ball. Donc en fait, il avait emballé tous les différents jeux, je te passe les détails. Et donc je dis, ah, Super Nintendo, etc. Et je cherchais un jeu Dragon Ball, parce que je savais qu'il y avait Dragon Ball. Je me suis dit, il va pas me la mettre à l'envers, mon père, à un moment donné. Je sais qu'il y a Dragon Ball. Je le trouve pas. Et je me rappelle, je me dis, et Dragon Ball, il est où? Et puis il rigole, il fait, bah, t'as pas bien regardé. Et en fait, dans le sapin, il avait mis en hauteur, dans 2 branches, il restait un jeu. Je prends le jeu et la Super Meloten 3. Et donc ça a été mes premiers amours vraiment. Sur Super NES. Sur Super NES. Et je l'ai poncé. Et puis j'avais déjà à l'époque cette. J'étais content de jouer Goten et Trunks. Parce que Goten et Trunks, déjà à l'époque, je savais qu'il y avait Super Meloten 1, le 2, etc. Goku, Vegeta, Piccolo, on le savait. Mais Goten et Trunks, je pouvais déjà y jouer à ce moment-là. Et donc ça me faisait quelque chose de les voir jouer sur pareil, la cover, la jaquette qui est magnifique. Et donc il y a un aspect découverte sentimentale, très original de ce thème-là. Et si je vais vous sortir un nom et on va voir si vous allez être vif, si vous l'avez connu. Normalement, oui, étant donné que nous sommes, je pense, de la même génération. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Le jeu, l'appel du destin. Oui. Vous l'êtes soudé sur Mega Drive. Ouais. Vous en dites quoi? Vous en pensez quoi? J'ai pas eu Mega Drive, donc j'ai commencé sur Sega avec la Dreamcast. T'as pas connu Sega, c'est plus fort que toi. Si, parce que j'avais, en fait, moi c'était mes cousins cousines qui avaient la Mega Drive et je jouais à Sonic avec eux, La même. Raystar, etc. Donc j'avais joué aussi un peu à l'appel du destin, mais c'est plus Letsuden en japonais. Excuse-moi, petite parenthèse, ça n'a rien à voir avec Dragon Ball Z. Sonic ou Mario? Mario Réponds quand bien, même. toi. Mario quand même. J'aime bien Sonic, mais Mario quand même. Mario, j'aime beaucoup Sonic aussi, hein. Preuve en est, j'ai des statues de Sonic, mais Mario. Moi, Sonic. Toi, Sonic. Ouais, parce que je regardais le dessin animé. Non, c'est parce qu'il est bleu comme Parce qu'il est Vegeta. bleu comme Vegeta. Il a la même coupe de bûche, le même truc en pointe. Mais tu vois bien, non, regarde, même mon fond, pour la Vegeta, regarde. J'ai plus de cheveux, toi. Je suis pas. Dites les amis, parce que voilà, on est en train de parler de Dragon Ball Z, etc. Bon, c'est une question plus vague. Hein. Vous êtes déjà rendu au Japon? On devait, mais on n'a pas pu. Et donc ce serait, c'est dans vos plans, je veux dire. Ah oui, c'est dans vos plans. Quand on verra aussi en fonction de la situation sanitaire là qui évolue, mais Quand on peut, ouais. que ce soit personnel ou professionnel, il y a des choses qui sont en train de se dessiner petit à petit pour nous, donc on espère, on croise les doigts pour que ça se fasse comme il faut, et puis on a aussi l'envie de proposer sur la chaîne VOMax des choses qu'on pourrait aller faire au Japon. On a plein d'idées, donc je pense qu'il y a moyen de ramener des beaux souvenirs et des belles petites pépites en vidéo aussi. Donc. Ouais, j'imagine. Cool en tout cas. Ouais. Alors, étant donné que vous comptez vous y rendre un jour, donc vous savez parler japonais tous les deux? Et est-ce que c'est difficile? Bah c'est mieux. Non, on s'est rencontrés en fait en cours de japonais. Donc, comment dire ça? Si on se connaît, c'est justement du fait du japonais en fait. C'est de cette passion pour la culture japonaise et pour la langue japonaise. Sans ça, on se connaîtrait même pas en fait. Deux fans de Dragon Ball, tu vois, on se connaîtrait même pas. Ouais, c'est vrai. Ok. C'était quoi la deuxième question? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est Est-ce que difficile? c'est difficile? La difficulté, c'est relatif. je pense. Bon, ouais, c'est relatif de l'investissement. C'est par rapport à l'investissement en fait. Si tu t'investis pleinement dans une langue, quelle que soit la langue, hein, je pense, et que tu veux vraiment la parler le plus vite possible ou le mieux possible, bah, tu t'investis avec un certain degré qui fait que la difficulté, tu la vois pas vraiment. Après, évidemment, il y a tout le temps des trucs plus difficiles. Si tu veux vraiment qu'on soit un peu plus pédagogue, toi qui es prof, et disons que l'avantage que tu vas avoir avec le japonais comparativement à des langues comme le chinois par exemple, c'est que ça reste syllabaire, le japonais. C'est makashi, tu vois, c'est des choses qui... J'ai cru qu'il allait dire Makafushiga Non, Domecha. mais j'aurais pu, mais tu vois, tu veux dire par exemple mon nom, Watashi no namae, tu vois, ça reste syllabaire. En chinois, je parle pas du tout chinois, donc désolé pour toutes celles et ceux qui regardent, mais ça va être plutôt des trucs un peu plus niasiards, tu vois. Mais est-ce que c'est pas des syllabes aussi? Je sais pas, mais la sonorité, du moins à l'oreille, me paraît moins naturelle. Oui, bon, après le japonais emprunte énormément au chinois aussi. C'est vrai que c'est deux langues très différentes, mais passionnantes. Moi, de toute façon, les langues restent passionnantes. Ok. Et
dans votre aventure, avez-vous déjà eu l'opportunité de rencontrer des doubleurs de voix françaises tels que Brigitte Lecordier, Patrick Borg ou encore, je dirais, Éric Legrand? Oui. Ouais. Ouais, on a même une anecdote sur ça. On avait parlé, on était à une convention dans le sud, je sais plus quelle convention exactement. Et on avait rencontré Éric Legrand, on avait discuté longuement pendant plusieurs heures. C'était Au resto. très très intéressant. Et c'est une belle rencontre en fait. Parce qu'Éric Legrand, c'est vrai que c'est un personnage quand même. Et on peut soit être intimidé, soit se dire bon, il n'aime pas les mangas, du coup ça casse un peu l'image que j'en avais du comédien de la voix de Vegeta, on va dire. C'est ça que les gens ont, surtout la voix de Vegeta ou de Seiya. Et il peut paraître du coup un peu distant. C'est un amour, c'est vraiment une crème. Donc, Bah, figurez-vous que Éric Legrand, j'avais eu la possibilité de le rencontrer en 2018 lors d'une séance dédicace. Et c'est comme tu viens de dire, en fait, il paraît un peu distant. Bon, c'était une séance dédicace, après on n'a pas à parler plus que ça. Mais bon, je le sentais un peu distant, tandis que Brigitte Lecordier, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, ainsi que Patrick Borg, lors d'une autre convention, eux, c'était plus, voilà, un petit peu plus détendu, etc. En fait, ils sont un peu plus conscients de l'impact, je pense, que leur travail a pu avoir sur les fans. Éric Legrand, il est comédien. Parce qu'il faut savoir, en France, on est comédien, et donc on peut être comédien de doublage, de théâtre, de cinéma, sur plein de domaines. Et lui, qui a travaillé sur des œuvres pluridisciplinaires et qui était très hétérogène dans son rôle de comédien, avait du mal à comprendre comment un tel succès pouvait reposer sur lui, alors que c'est un rôle pour lui assez simple parce qu'il a prêté sa voix à un personnage. Alors que parfois on lui demande de jouer un rôle du théâtre, etc. machin, où là, pour lui, ça demande peut-être beaucoup plus d'énergie, de travail. Et je pense que c'est simplement un détachement malgré lui qu'il n'a pas. Et on lui disait, quand on a discuté son Léo, on lui disait, mais si tu te rends compte, t'as changé la vie de beaucoup d'enfants, fan de Vegeta grâce à toi, etc. Ou Seiya. Et il disait, oui, mais je le sais, mais j'ai du mal à l'appréhender en fait. Et c'est ça, c'est une certaine timidité retenue du succès, plus qu'une froideur par rapport à ça. On l'a compris comme ça en tout cas quand on a discuté avec lui. Et là, il fait beaucoup plus d'ailleurs de venues. Je pense qu'il a aussi avec la reprise de Dragon Ball Super, on l'a rappelé sur le rôle de Vegeta, peut-être aussi avec ses compères, il a dû le revoir qu'il y avait un engouement, il a peut-être dû se dire oui, bon, effectivement il y a quelque chose, je peux pas le nier, mais je pense que ça a dû lui faire du bien, parce que je pense qu'à un moment donné, ça lui a peut-être permis de mieux comprendre. Alors que peut-être à l'époque, il disait, c'est un truc que j'ai fait il y a 15 ans, aujourd'hui on me demande encore de faire des trucs de Vegeta, je comprends pas. Donc c'est bien, mais je suis d'accord, c'était un amour, vraiment c'était un très très bel échange. Mais pour terminer, dans le cadre justement de mon projet, de ma chaîne YouTube, etc., et de mon Instagram, donc Captain Vintage, j'ai développé une nouvelle idée que j'ai décidé de nommer les 30 secondes vers le futur by Captain Vintage. qu'est-ce que c'est ça? Bah, durant les 30 secondes, je vous donne des informations concernant des séries, des films ou des sorties justement figurines, voire même de gaming. Mais j'ai 30 secondes pour vous donner un max d'infos. D'accord. Alors si aujourd'hui, je devais vous dire 30 secondes vers le futur by Captain Vintage consacré à TTM, avez-vous une petite information pour le futur ou quelque chose qui sortirait? Une petite anecdote Sur quoi? Sur DB? sur votre activité? Sur notre activité en général, il y a nos pièces collections qui sont en train d'être faites. Chacun de notre côté, on a nos bureaux et pièces collectes qui sont en train de prendre forme. Et du coup, il va y avoir un gros renouveau sur les 3 chaînes. Exclu. Sur les 3 chaînes, ça va changer. Toute l'ambiance en fait visuelle va changer. Et sur Abaka, il va y avoir beaucoup plus de vidéos parce que c'est une chaîne collection. Et nous, on est des gros collectionneurs. Donc t'inquiète pas là. Des pièces, des unboxings, des trucs comme ça, tu vas en voir. Et c'est sûr, ça sera beaucoup plus agréable aussi pour nous, on sera beaucoup plus détendu et ce sera plus agréable à l'œil également. Les vidéos seront un peu plus professionnelles, je pense. À quoi je rajoutais le fait que quand on aura 2 pièces bien travaillées, bien optimisées, ça nous donnera des espaces de travail, espaces de travail différents qui vont nous permettre aussi de proposer d'autres formats sur DB Time, sur Léo et Max. Et du coup, ça va encore plus apporter de nouveautés sur les chaînes. Donc on vous donne rendez-vous sur les 3 chaînes DB Times, Léo et Max et Abaka pour découvrir tout ça.